Alors sur Instagram, je vous ai demandé de me poser toutes vos questions sur mon parcours, sur les TCA, mes troubles du comportement alimentaire. Donc j'ai tout noté et je vais vous y répondre dans cette vidéo. Alors vous m'excusez, j'ai noté toutes les questions sur mon ordinateur parce que je filme avec mon téléphone. J'ai pas encore investi dans un très bon appareil photo. Enfin j'en ai un mais c'est pas celui que je veux. Du coup je préfère filmer avec mon téléphone, c'est une meilleure qualité. Alors du coup, on va commencer. Alors vous m'excusez déjà d'avance. J'ai pas voulu préparer mes réponses. Je vais répondre directement ce que je pense, ce que je me souviens et du mieux possible. Alors première question. Comment as-tu fait pour te sortir de l'anorexie, pour devenir la guerrière que tu es? Alors merci pour devenir la guerrière que tu es. Bon, je ne suis pas une guerrière, je fais juste le meilleur de moi-même. Alors comment j'ai fait pour me sortir de l'anorexie? Alors c'est un peu complexe à répondre car déjà il faut savoir que ça prend beaucoup de temps. C'est pas en un mois qu'on se dit je suis sortie de l'anorexie. Je considère être sortie de l'anorexie et du trouble du comportement alimentaire il y a peu de temps. De l'anorexie, il y a peut-être un an et demi. En fait, le fait d'être venue dans le sud, ici à Cannes, ça m'a vraiment fait prendre un nouveau chemin et m'aider, je pense, dans ma guérison. Je serais restée dans le nord, je ne sais pas si je m'en serais sortie comme je m'en suis sortie à l'heure actuelle. Ce qui m'a fait m'en sortir de l'anorexie, déjà le sport. En fait, ce qui m'a poussée à me sortir de l'anorexie, c'est vraiment le sport. Parce que du coup, j'étais interdite de sport par les médecins. Et si j'atteignais, alors après mon hospitalisation bien sûr, parce que du coup j'étais hospitalisée pendant 7 mois. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler. Dites-moi en commentaire ou sur mon Instagram, il n'y a pas de problème. Alors en fait, du coup j'étais interdite de faire du sport car mon poids était trop bas. J'avais atteint un certain poids, j'étais remontée à 43 kilos à la sortie de mon hospitalisation. Sauf que en fait, je suis redescendue à 39 kilos quand je suis rentrée chez moi parce que au final, je suis quand même restée dans le même cercle vicieux. Et du coup, j'ai repris une vie un peu plus active. Du coup, ça a fait que j'ai perdu un peu de poids. Ensuite, du coup, il m'a dit si tu atteins, je crois que c'était les 47 kilos ou 46 kilos, je sais plus trop. Tu pourras relais courir parce qu'en fait ma passion numéro 1 c'était la course à pied. Je faisais pas de muscu, je faisais pas de tout ça au début. Du coup je me suis dit ok en fait j'ai un objectif, le jour où je pourrais atteindre ce poids je pourrais aller courir parce que c'est ma passion le sport. Du coup je me suis battue chaque jour pour pouvoir refaire du sport. Et en fait j'ai re-atteint ce poids et du coup il m'a annoncé que je pouvais recourir une fois par semaine. Du coup ça c'était mais j'étais la plus heureuse ce jour-là, hein. J'étais trop contente. Et du coup, il m'a dit par contre, si je vois que tu repères du poids avec la reprise du sport, tu retournes hospitalisé. Du coup, il fallait que je me batte en fait à continuer de manger un peu plus parce que du coup, je me dépensais plus parce que la course à pied, ça demande beaucoup d'énergie, c'est très cardio. Du coup, et à côté, si je voulais faire du sport, ok, mais il faut manger en fait parce que sinon, ça va pas ensemble. Marion, tu vas continuer à maigrir et c'est pas ce que tu souhaites. Du coup, c'est reparti comme ça en fait. Il fallait que je mange pour pouvoir faire du sport. Du coup, j'avais pas le choix en fait. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Comment j'ai fait pour me sortir de l'anorexie? Après, l'hospitalisation, ça m'a beaucoup aidé. 7 mois d'hospitalisation, c'est très long. Ça demande beaucoup de travail physique, mais surtout moral, psychologique. J'ai eu des activités, j'ai vu une psychologue forcément, enfin plusieurs psychologues, mais toutes les psychologues ne m'ont pas correspondu. Ça se dit ça? Correspondu? Ouais. J'ai essayé plusieurs psychologues et au final il n'y en a qu'une seule qui me convenait et encore. Donc voilà, après c'est sûr que je voulais me battre pour ma famille parce que j'ai fait souffrir ma famille forcément. Je voyais mes parents malheureux, mes frères malheureux, j'ai beaucoup fait souffrir mon frère, donc je sais qu'il fallait que je me batte pour eux et c'est la vie.
J'avais 16-17 ans, donc il faut se battre au bout d'un moment. Si je veux devenir une femme, c'est pas en gardant des TCA que je vais devenir une femme. Du coup, voilà, je pense avoir un peu répondu à cette question. C'est vraiment très complexe en fait. Je pourrais en parler pendant 10 ans et tout vous expliquer en détail, mais ça serait beaucoup trop long. Sauf si vous voulez que je vous en parle un jour, mais la vidéo va durer 40 minutes. Hein. Ensuite, suivante, comment se sortir des crises d'hyperphagie? Voilà, comment se sortir des crises d'hyperphagie? Alors, comme la vidéo que je vous ai dit la semaine dernière, enfin cette semaine plutôt, ouais cette semaine, c'est un peu complexe. J'ai souffert des crises d'hyperphagie pendant 1 an. Ce qui m'a aidé déjà c'est comprendre que je souffrais de crises d'hyperphagie et que c'était pas normal, mais que j'avais pas à avoir honte de ces crises. L'écriture m'a beaucoup aidé, comprendre le pourquoi du comment en fait de ces crises, comprendre que on fait pas des crises pour rien en fait. Il y a bien une raison derrière tout ça, le stress, la fatigue ou la sous-alimentation. Toujours vouloir le contrôle, en fait c'est là qu'on perd le contrôle. Après, si vous n'arrivez pas à arrêter vos crises d'hyperphagie, il n'y a aucune honte à aller consulter une psychologue, un médecin ou même un nutritionniste ou une diététicienne ou ce que vous voulez pour vous aider. Car c'est une maladie, c'est comme l'anorexie ou la boulimie, c'est pareil, sauf qu'on en parle un peu moins, c'est moins connu on va dire, mais c'est tout autant important parce que ça reste un cercle vicieux et ça reste un trouble du comportement alimentaire. As-tu toujours des crises d'hyperphagie? Alors, je vais être franche avec vous, oui ça m'arrive, souvent, alors je suis une personne, si je fais des crises d'hyperphagie c'est le soir. Après, ça ressemble plus du tout à mes crises d'hyperphagie d'avant. Ça veut dire que maintenant, je sais m'arrêter. Avant, pour vous expliquer mes crises, je rentrais de mon travail ou l'écouter. En fait, je suis une femme sucrée. J'adore... Une femme sucrée, ça veut rien dire. J'adore tout ce qui est sucré, en fait. Voilà. Et c'est rare que je crise sur des choses salées, sauf sur du fromage de chèvre. Mais en fait, je rentrais du boulot stressée, je commençais à manger et au final, je prenais mon dessert et c'est à partir de là que ça partait. Mais du coup, je perdais tout contrôle, c'est-à-dire que je me retrouvais par terre. Je me vois encore, j'étais par terre avec... je pouvais m'enfiler un paquet de tranches de pain de mie de 24 tranches, un pot de nocciolata, 3 bols de lait de soja, 3 bananes, tout d'un coup. Et ensuite, hop, j'allais prendre une tranche de jambon, tout comme ça. C'était affreux. En fait, on engloutit, et en fait, on ressent même plus la sensation de faim et de satiété. En fait, juste c'est engloutir. Et au final, il n'y a même plus de gourmandise. En fait, on pense que c'est de la gourmandise. On se dit, mais si, en fait, c'est trop bon, je dois continuer. Mais au final, non, en fait, on n'y prend même plus plaisir. En fait, on veut juste se remplir. Comme si on avait quelque chose à combler en fait. Et c'est totalement ça, parce qu'au final j'avais un manque à combler, comme je me sentais seule. Donc du coup, ouais en fait c'est ça. En fait on veut s'engloutir par la nourriture, pour combler un manque ou combler quelque chose dans notre vie voilà. Je pense que c'est ça. Après, est-ce que j'en ai toujours? Oui, ça m'arrive de manger beaucoup plus que ce que je devrais, ou je peux manger, je sais pas, 2-3 bols de muesli par exemple, mais je sais m'arrêter et ça me fait, on va dire, moins mal et moins de culpabilité qu'avant. En fait, je déteste le mot, mais je sais me contrôler, on va dire. Je sais, en fait, si j'ai besoin de manger beaucoup, tant pis, je mange beaucoup. Donc ça peut être considéré comme une crise d'hyperphagie, mais ça ne l'est pas en fait, parce que je sais ce que je fais, on va dire. Donc voilà. Est-ce que tu calculais les calories? Oh là. Alors, je vais vous expliquer un truc. Je connaissais les calories par cœur. Mais quand je dis par cœur, c'est vous me demandez combien de calories dans 30 grammes de camembert, je savais te le dire. Combien il y a de calories dans ce Big Mac à McDo, je savais te le dire. Combien de calories dans 100 grammes de lasagne Bonduelle, enfin c'est un exemple, ça n'existe même pas les lasagnes Bonduelle, mais je savais te le dire. En fait, j'ai passé mes nuits sur l'ordinateur
à regarder tous les calories. Et j'avais un livre, c'était écrit tous les calories en fait. Donc je connaissais vraiment par cœur tous les calories. Je me rappelle quand je suis arrivée à l'hôpital pour me faire hospitaliser. En fait, c'était pas que un service spécial TCA. Il y avait de tout. Il y avait des personnes qui étaient là pour des problèmes, je sais pas, un cancer ou... Non, pas un cancer quand même pas. Non, il y a... Pour... comment ça s'appelle? Pour tentative de suicide, pardon. Un cancer, j'ai dit. Pour tentative de suicide, pour juste trouble psy, pour juste parce que la personne elle avait trop bu, enfin voilà. Enfin, il y avait plein, c'était vraiment trop complexe. Mais il y avait de tout et n'importe quoi dans mon service. Hein. Et du coup, il y avait des jeunes qui, eux, n'avaient pas TCA et ils hallucinaient, ils me posaient une question, je savais leur répondre sur les calories. Ils étaient là, mais c'est pas possible, comment tu fais? Je me rappelle, j'avais ma copine Charlotte, on était pareil, à deux, on connaissait tous les calories par cœur. Mais généralement, beaucoup d'anorexiques connaissent et comptent les calories, alors qu'au final, ils mangent pas. On mangeait pas et on connaissait les calories par cœur. Mais c'est comme ça, c'est une caractéristique de l'anorexie en fait. On est obnubilé par les calories, alors qu'on mange pas au final. Et donc oui, je calculais les calories, je les connaissais par cœur. Et sincèrement, ma plus grande fierté, c'est de ne plus rien connaître sur les calories. Je n'ai plus de notion. Ça a mis beaucoup de temps avant d'oublier tout ça, parce que forcément, après l'hospitalisation, je voyais un aliment. Pour moi, c'était pas un aliment, c'était une calorie en fait. Et il faut beaucoup de travail en fait pour apprendre à prendre du recul sur les calories et se rendre compte qu'au final, ok, oui, on mange des calories quand on mange quelque chose, mais il ne faut pas voir un aliment comme une calorie, mais plutôt comme quelque chose de bon pour ton corps. Alors, as-tu encore des crises de boulimie et hyperphagie? Du coup, je vous ai déjà répondu. Et quel a été mon déclic pour décider de me reprendre en main et reprendre du poids? Alors du coup, là, je vais parler forcément de l'hospitalisation. En fait, du coup, j'ai été hospitalisée, c'était en août. C'est ça, c'était en août. Je rentrais de vacances et alors déjà, j'avais eu comment ça s'appelle? En gros, un challenge par mon médecin. C'était si je dépasse pas tel poids, je pourrais partir en vacances ou pas. Et forcément, si en vacances, je passais en dessous de la barre de ce poids, et j'étais hospitalisée. Et en vacances, je continuais d'aller à l'hôpital chez le médecin pour me peser du coup, parce que j'étais vraiment très faible. J'étais à cette époque à 35 kg pour 1m61. Du coup, bon, c'est pas... Je vous laisse imaginer comment j'étais. J'avais pas beaucoup de force et c'était un peu, je crois, les pires vacances de la vie de mes parents et des miennes aussi. Et du coup, en rentrant de vacances, en fait, j'ai été hospitalisée parce que du coup, j'étais en dessous de 35 kg, j'étais vers les 34. Et du coup, en fait, je suis arrivée à l'hôpital. Du coup, en fait, j'avais un contrat de poids. Donc, j'avais un contrat de poids de sonde, c'est-à-dire que si j'atteignais les 33 kg, j'avais la sonde. La sonde gastro, je sais même pas comment ça se dit, la sonde quoi, qui passe par le nez pour me nourrir toutes les nuits. Ça, c'était la pire chose et la chose la plus désagréable qu'on peut avoir. Et ensuite, j'avais un poids pour les permes, parce que du coup, quand j'étais hospitalisée, je ne pouvais pas voir ma famille. Je devais juste rester à l'hôpital, en fait, interdit de voir ma famille. Je ne pouvais pas voir mes grands-parents, je ne pouvais pas voir mes petits frères. Je voyais juste mes parents une fois tous les 15 jours, le samedi ou le dimanche, selon quand ils pouvaient venir, parce que j'étais hospitalisée à 1h30 de chez moi. J'ai pu voir mes petits frères au bout de 4 mois d'hospitalisation. Ouais, je crois que c'est ça. Donc ça fait très long. Alors déjà, rien que ça te booste à te relever, de ne pas voir ta famille, être toute seule, constamment toute seule, entourée de médecins et de personnes, désolée du terme, mais fous, parce que les gens, ils ne me ressemblaient pas, ils avaient tous des troubles différents. Et du coup, je me sentais pas à ma place forcément. Donc ça donne déjà une motivation à se battre pour sortir déjà de cet hôpital et des TCA. Et en fait, on arrivait vers novembre, début décembre. Et en fait, décembre, c'est Noël. Et tu te dis, merde, je vais rester à l'hôpital. Je vais faire Noël sans ma famille. Je vais être ok, assise dans mon lit, c'est génial, mais c'est pas ça la vie.
Moi, je suis malade, limite en train de mourir. Toutes les nuits, il y a une sonde qui me nourrit. Non, ça va pas. Et le médecin, quand j'ai demandé si je pouvais avoir une permission pour Noël, il m'a dit ok, mais il faut que tu prennes du poids. Et là, ok, j'ai pas le choix en fait si je veux sortir. Et c'est à ce moment-là que tu te remets en question, tu réfléchis et tu te dis ok, il y a vraiment un problème. J'ai 16 ans, je suis enfermée dans un hôpital, je peux même pas faire Noël. Enfin, Noël, c'est tellement important. À mes yeux, c'est vraiment important. C'est une chose que jamais je louperai dans ma vie. Je pense Noël avec ma famille, c'est. Oups, on m'a appelé, ça a coupé. Désolée. Du coup, qu'est-ce que je disais du coup, oui, quand le médecin te dit que non, tu pourras pas aller faire Noël avec ta famille, tu dis ah mince, là il y a un problème en fait, c'est pas normal. Du coup, en fait, t'as pas le choix que te relever, que prendre ton courage à deux mains et te dire ouais, ok, en fait, j'ai pas le choix, faut que je me batte, faut que je reprenne du poil de la bête et que je me batte pour retrouver ma famille en fait. Parce que déjà, ne pas pouvoir voir ma famille, mes frères, 2-3 amis, ceux qui sont restés et encore, ça fait bizarre en fait. Tu te rends compte que t'as 16 ans, en fait, la vie dehors elle continue et toi t'es là. Je me rappelle, mes parents, ils étaient partis en vacances à Saint-Etienne voir des amis. Et moi, j'étais enfermée en fait. Et tu te dis que la vie, elle continue. Les gens, ils continuent de vivre à côté. Et toi, t'es en train de mourir sur un lit d'hôpital. Et tu sais que c'est pas normal. C'est pas ça la vie. Du coup, ça m'a beaucoup aidé à me relever. Après, il y a aussi l'écriture qui m'a fait beaucoup de bien. Je vais vous raconter une petite anecdote toute bête, mais c'est pas que ça m'a choquée, mais c'est juste, je me suis dit, ça fait vraiment du bien. Vous savez que, en fait, j'avais des activités à l'hôpital, c'est-à-dire que tous les après-midi, on devait aller faire différentes activités, je sais pas, activité peinture, activité écriture, atelier cuisine, atelier je sais pas, cirque, enfin plein de petites activités qu'on devait faire. Et l'écriture, c'était l'activité que je préférais parce qu'en fait, on écrivait des poèmes, on écrivait ce qu'on ressentait, enfin, on écrivait en fait tout ce qu'on pensait et c'était vraiment super. Enfin, vraiment, je pourrais que vous conseiller l'écriture quand vous avez des problèmes parce que j'adore écrire, j'adore. Et en fait, du coup, j'avais mon ordinateur parce que du coup on n'avait pas internet mais on avait quand même notre ordinateur si on voulait regarder quelques films ou même du coup moi j'écrivais, je regardais des films mais souvent j'écrivais et en fait je me suis dit mais il faut que j'écrive, que je mette des mots sur le pourquoi il se passe tout ça, pourquoi je suis tombée dans ce cercle vicieux. Au début je le niais, je ne disais pas que j'étais malade mais après au bout d'un moment on se rend compte que oui on est malade. Et en fait, j'ai décidé d'écrire sur un sujet qui me tient à cœur et qui me blessait dans ma vie et qui sûrement a fait que je suis peut-être tombée malade. Et en fait, ce soir-là, j'ai décidé d'écrire. J'ai écrit pendant de nombreuses heures. Je me rappelle, je sais pas, j'ai peut-être dû commencer à 22h et j'ai dû finir à, je sais pas, 1h du matin, je me rappelle. Et j'ai pleuré, beaucoup pleuré, parce que du coup, on écrit toutes nos émotions, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on pense. Et le lendemain matin, en fait, j'avais une phobie, c'était le pain. On avait un pain au petit déjeuner et c'est quelque chose qui me bloquait. Et en fait, le lendemain matin, je me suis réveillée comme si j'avais un poids en moins. Je me suis sentie libérée. Et en fait, ce matin-là, mais sans problème, j'ai pris le bout de pain et je l'ai mangé. Ça paraît tout bête, tout con, mais c'est comme ça. En fait, je me suis dit, est-ce que ça a un rapport, le fait que j'ai écrit, je me suis sentie libérée, ça a fait que ça m'a retiré quelques barrières. Donc c'est pour ça, je trouve que l'écriture, ça m'a beaucoup aidée. Donc je sais pas si ça a été le déclic qui a fait que j'ai décidé de me reprendre en main, mais ça m'a aidée en tout cas. Que dire de plus? Quel était le déclic? Ensuite, si j'ai eu un autre déclic, c'est qu'après mon hospitalisation, forcément, je vous ai expliqué le médecin qui m'a dit que je pouvais reprendre le sport, tout ça. J'ai repris le sport, sauf que en fait,
c'est vrai que même si c'était ma passion, j'ai quand même repris le sport pour garder une ligne fine, car j'avais toujours cette obsession de mon corps, forcément. Même si je pensais me sentir bien, je pensais que je mangeais super bien, consistant et tout, alors qu'au final, ça restait des petites portions, mais je pensais que c'était super bien. C'est normal, on a toujours une vision déformée de notre alimentation et de notre corps. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, je me suis inscrite dans une salle de sport pour pouvoir courir parce que je vivais dans le Nord, il faisait froid l'hiver et ma mère voulait plus que j'aille courir le soir, tard ou le matin tôt dans le noir. Du coup, elle m'a dit il faut que tu ailles t'inscrire dans une salle pour pouvoir courir sur le tapis. Et en fait, à ce moment-là, je me suis mise sur Instagram et j'ai commencé à suivre des comptes fitness. Je me rappelle, j'ai commencé à suivre Sissi Mua, Happy and Good, Chloé, Fit by Chloé, je me rappelle. Elle était trop mignonne. Et en fait, du coup, ça fait que je suis rentrée dans un autre monde. Parce que au final, je me suis rendu compte que en fait, il existait la muscu qui faisait prendre. En fait, je me rendais compte que les gens, ils n'étaient pas mecs comme j'étais maigre. Ils avaient des formes, ils étaient belles, féminines. Et moi, je restais la petite fille maigre, sans forme, sans forcément d'énergie, toute fébrile, là, avec ses 3 couches de manteau, tellement elle avait froid. Et je me suis dit, mais en fait, non, c'est pas ça être une femme. Moi, je veux être une femme. Maintenant, là, à cette époque, je devais avoir, oui, voilà, plus de 17 ans. Je me disais, non, il y a quelque chose qui va pas, en fait. Du coup, j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur la musculation, le fitness. Je faisais des cours de fitness dans ma salle, en vidéo et tout. Et en fait, du coup, petit à petit, je me suis mis à la musculation comme ça parce que je suivais des comptes sur Instagram qui a fait que ça m'a aidé à me relever et à vouloir changer mon corps. Après, forcément, ça a été un très très long parcours parce qu'il y a encore 2 ans, je voulais les jambes, je me musclais, mais pour avoir des jambes fines, la fille qui a absolument rien compris au fitness et à la muscu, en fait, c'est comme beaucoup de filles, je veux des fesses, mais des jambes comme ça. Non, c'est pas possible, Poulette. Hein. Si tu veux avoir des fesses, il faut avoir des cuisseaux. Hein. Alors que maintenant, je veux des cuisseaux. Hein. Je veux des grosses cuisses musclées. Du coup, voilà, je pense que ça a été un autre déclic, le fait de suivre des comptes sur Instagram qui faisaient de la musculation et qui avaient un corps différent du mien, plus musclé, plus féminin. Voilà. Donc je crois qu'on va arrêter pour aujourd'hui les questions. Donc n'hésitez pas si vous avez des autres questions, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde. Je vous ferai ça dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc merci de m'avoir écouté et à bientôt.